La journée la plus difficile de toute ma vie a été celle où j'ai mis mon enfant au monde. Ce jour que j'avais idéalisé comme un moment magique, comme un moment un petit peu hors du temps, rempli de douceur, de bonheur et de joie, accompagné des personnes qui m'étaient chères, avec une équipe médicale qui était aux petits soins, c'est littéralement transformé en un véritable cauchemar et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Mais avant de commencer, bienvenue dans ce premier épisode de podcast de Maman et bien plus encore, où l'on va aborder des sujets tels que la maternité, l'organisation, mais aussi toutes les émotions que l'on peut ressentir lorsque l'on devient mère, la solitude, le rapport au couple, des sujets hyper tabous aussi. Donc si ça te parle et que tu en as marre de n'être qu'une maman, que tu rêves de redevenir une épouse, une copine ou encore une mère épanouie, je t'invite à t'abonner à ce podcast parce que tous les lundis je sortirai un nouvel épisode de podcast. Je suis sûre que si t'es une maman, tu as écouté et entendu tellement de récits d'accouchement joyeux, lumineux, qui ont pu te permettre de te dire que ça allait être le plus beau jour de ta vie. Mais je sais aussi, en tant que mère, que moi, j'aurais aimé entendre des récits d'accouchement comme le mien, qui prévient, qui dit les choses telles qu'elles sont, et qui peuvent être aussi thérapeutiques pour les personnes qui ont vécu des choses comme moi. Et je pense que ça va pouvoir aider beaucoup de mamans et que beaucoup de mamans vont se reconnaître dans ce que je vais dire. Et si on commençait par le commencement? Il y a 4 ans, j'ai mis au monde mon premier enfant et je ne m'attendais pas du tout à ce qui allait se passer. Normalement, quand on tombe enceinte, on s'imagine des petits chaussons, un petit bonnet, des petits vêtements tout douillés. On imagine la révélation du sexe de l'enfant. On imagine notre conjoint être émerveillé devant le corps qui change. On imagine aussi un entourage hyper heureux d'accueillir cette nouvelle. Mais parfois, tout ne se passe pas comme prévu. Il y a 4 ans, j'apprenais ma grossesse et j'avais seulement 21 ans. C'était un bébé désiré, c'était un bébé vraiment voulu. J'ai, je pense, toujours voulu être mère jeune. J'ai toujours idéalisé la grossesse et je me suis toujours dit que j'aurais plusieurs enfants très jeunes parce que je me suis toujours vue comme la maman qui pouvait tout faire en même temps et je pense qu'aujourd'hui j'en suis un modèle. Pour moi, la femme enceinte, c'était un peu le Graal, le goal de ma vie. C'était cette femme qui était rayonnante avec un petit ventre tout rond, ses belles robes et celle qui prépare aussi son nid, qui accueille son bébé correctement avec une belle chambre, des nouvelles affaires, des choses qui sentent vraiment, vous savez, la lessive, le coton. C'était vraiment la période de la grossesse, ça devait être un moment magique et fabuleux. Je me l'imaginais vraiment comme dans les films et je croyais tout ce que je voyais sur les réseaux sociaux. Donc une fois que j'ai vu que le test était positif, j'étais la femme la plus heureuse et la plus comblée de toute la terre, je crois. Et je me suis dit, ça y est, mon rêve commence, ça y est, je vais enfin devenir maman. Je vais connaître ces joies que vont me procurer la grossesse, que vont me procurer ce petit bébé. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on allait vivre et je crois que personne ne peut s'attendre à vivre des choses comme on l'a vécu. Je sais pourtant, parce que je discute avec vous plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par jour pour certaines, qu'on est très nombreuses dans le même cas que moi, qu'on a eu des accouchements qui étaient plutôt compliqués, des suites de couches qui étaient horribles. Et je sais aussi par avance que ce podcast, il va peut-être être difficile à entendre pour les personnes qui ne sont pas encore mères. Donc je mets vraiment un gros warning pour les personnes qui n'ont pas encore d'enfants. Parce que j'ai pas envie de transmettre non plus que de la négativité sur la grossesse et sur les accouchements. Mais ici, ça va être vraiment un podcast qui va parler à toutes celles qui ont dû faire le deuil d'une grossesse magique, d'une grossesse qui aurait pu vraiment les combler et leur donner tout ce qu'elles attendaient de ce moment, qui n'arrive pas très souvent quand même. Je me souviens très bien du jour où j'ai fait pipi sur ce petit bâton et que ce test s'est révélé positif. Je ne suis pas de celles qui sont très patientes et qui arrivent à cacher les choses à leur conjoint, alors que je m'étais littéralement imaginé un moment doux et plein d'émotions où j'annonçais la nouvelle à papa avec un petit body, mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Si vous lui posez la question, ce serait très très drôle. Je me souviens avoir débarqué dans le lit alors qu'il était en train de dormir, lui mettre le test de grossesse entre les mains et dire regarde, ça y est, je suis enceinte. Mais je ne m'attendais pas à toutes les complications qui allaient se passer juste après. Donc après avoir célébré ce moment à deux, je prends ma première échographie bien évidemment avec ma sage-femme et vient vite le moment où l'on se retrouve dans le cabinet, où on entend le cœur du bébé battre et on se dit ok, c'est maintenant, c'est vrai, je suis véritablement enceinte, nous allons avoir un enfant. La chose que je m'étais pas imaginée, c'est qu'on allait m'annoncer que j'avais un hématome rétroplacentaire qui allait m'obliger à être alitée les 3 prochains mois. Donc le premier coup de massue s'est déclenché à ce moment-là parce qu'il faut savoir que j'ai toujours été quelqu'un qui aimait énormément bouger, qui était
était serveuse et qui avait besoin de bouger, de voir du monde, etc. Et là, je me retrouvais littéralement clouée au lit du matin au soir sans pouvoir bouger et avec un conjoint qui travaillait beaucoup et une famille qui était très peu présente. Les premiers symptômes de grossesse ont fait aussi leur apparition. C'est à ce moment-là, quand j'étais alitée, que je me suis rendu compte que la grossesse, ça allait pas être tout beau tout rose. J'ai été malade du début à la fin de toutes mes grossesses. J'ai eu des nausées, des vomissements qui m'ont empêché de manger, qui m'ont empêché de m'alimenter. J'ai vécu ça vraiment comme quelque chose de traumatisant parce que je crois qu'avoir une gastro pendant 9 mois, c'est pas normal et c'est littéralement la sensation que j'avais. Donc entre symptômes de grossesse et alitement plus un ventre qui s'est arrondi bien plus vite que la moyenne, je me souviens que j'étais enceinte de seulement 2 mois mais que mon ventre se voyait comme si j'étais enceinte de plus de 5 mois. Et autant ça me faisait super plaisir les premiers mois, autant plus les mois passaient, plus mon ventre grossissait, plus les kilos s'installaient aussi. Ce qui est assez logique finalement puisque j'étais quelqu'un de très sportive qui bougeait énormément et là je me suis retrouvée alitée. Donc en l'espace de 3 mois, j'avais déjà pris plus de 10 ou 12 kilos. Ce qui est énorme et ce qui cause des changements importants au niveau du corps d'une femme et tous les symptômes qui vont avec, notamment les vergetures. Donc autant vous dire que les premiers mois de la grossesse ne se sont pas vraiment passés comme je l'avais imaginé. On avance un petit peu dans le récit de ma grossesse, les mois passent et mon ventre s'arrondit de plus en plus. Les derniers mois ont été vraiment horribles. Je pèse mes mots quand je dis ça parce que j'avais un ventre qui était très très lourd, très très gros, qui m'empêchait de marcher plus de 2-3 minutes. J'étais littéralement essoufflée du matin au soir. Je me reconnaissais plus du tout dans le miroir et à côté de ça, j'étais littéralement épuisée de cette grossesse. Je n'avais qu'une hâte, mais vraiment qu'une hâte, c'était qu'il sorte. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu encore une fois. J'ai été à terme plus 4 et la veille de mon déclenchement qui a été prévu à l'hôpital, je n'avais toujours pas de contraction. Je décide de fermer ma valise, de poser mes fesses sur le canapé et d'attendre parce que j'avais tout essayé. J'avais été marcher, j'avais essayé les méthodes miracles comme les dattes, les épices, tout. J'avais fait le ménage, les plaintes, j'avais tout essayé. Mais littéralement, ce bébé ne voulait pas sortir. On m'avait prévu un bébé de 3,2 kg, mais vu mon ventre, je me suis vraiment dit que c'était pas possible qu'il fasse que 3,2 kg. Et je ne m'étais pas trompée et c'est pour ça que je dis toujours que l'instinct maternel, c'est celui qui devrait primer. Il est 17h, c'est la veille de mon accouchement et j'ai mes premières contractions. Je dis à mon chéri que là, je le sens bien, que de toute façon, même si c'est pas ce soir, si j'ai des contractions, je vais aller à la maternité dans tous les cas parce qu'ils doivent me déclencher le lendemain et que mon instinct me dit qu'il faut vraiment que je sois à la maternité. Alors je prends un bain chaud, je fais ce que toutes les sages-femmes me disent de faire et j'essaie de me détendre et d'accepter chacune de mes contractions et au bout de 2 heures, on se décide d'y aller, donc il est 19h. J'arrive à l'hôpital et je ne suis ouverte qu'à 2 et là je me dis ok, c'est déjà 2, c'est déjà pas mal, dans tous les cas il me déclenche demain, on va marcher, on va tout faire pour accélérer le travail. Les heures passent, les contractions s'intensifient mais par contre mon col ne bouge pas. Ça dure comme ça jusqu'au petit matin, jusqu'à 8h du matin, donc ça fait déjà plus de 12 heures que j'ai des contractions et que aucune des contractions que j'ai qui me plie en deux, qui me fait ressentir un mal tel que j'ai l'impression que je vais accoucher, font que mon col ne bouge absolument pas. Il est 8h du matin et l'équipe médicale change. J'ai un nouveau contrôle à 8h30, 9h et on me dit que je suis enfin passée à 3. Ce qui est une très bonne nouvelle puisque je vais pouvoir demander la péridurale et que à ce moment-là, un accouchement physiologique ne me semble pas du tout possible. Donc on arrive au moment de la péridurale, tout se passe bien, je suis soulagée avec la péridurale, mais là le travail dure encore pendant 12 heures. Il faut savoir que mon accouchement s'est passé durant la période post-Covid et donc les équipes médicales, elles étaient déjà très restreintes et elles étaient surtout très occupées et donc je pense que le suivi n'a pas été fait de la meilleure des façons et je pense même que je peux le confirmer aujourd'hui parce que j'ai accouché une deuxième fois dans cet hôpital et que tout s'est très bien passé, mais la première fois j'ai été laissée à l'abandon avec une péridurale dans le dos pendant plusieurs heures sans vraiment contrôle, sans me dire ce que je pouvais faire pour accélérer le travail et je pense que c'est ce qui a fait aussi que je n'ai pas réussi à accoucher très vite. Après plus de 30 heures de contraction, je suis enfin à 9 et là on me dit qu'il va falloir que j'attende que bébé descende parce qu'il n'est pas encore là. Donc on attend encore un petit peu, au bout d'un moment je le sens arriver, donc on s'installe pour faire la poussée et à ce moment-là où je me dis que je vais enfin être délivrée, les choses se compliquent. On se met en position physiologique pour pouvoir pousser. La sage-femme me demande de pousser, tout se passe bien, mais je pousse pendant presque 1 heure et on arrive enfin à sortir ce bébé avec les spatules. Donc ça a été un accouchement qui a été très long, très fatigant pour moi, mais très fatigant pour ce bébé. Et quand il me le pose sur le ventre, son cordon ombilical est tourné 3 fois autour du cou et mon enfant est complètement bleu. À ce moment-là, je panique, mais je suis un petit peu dans les vapes puisque j'avais une péridurale qui était posée depuis presque 13 heures. Donc c'était assez flou, on m'enlève mon enfant. Je comprends pas trop ce qui se passe. À un moment donné, j'ai un long moment donné, je pense qu'on est resté comme ça pendant
plusieurs minutes, plusieurs heures. J'ai une sage-femme qui revient et qui me dit que son pronostic vital est engagé, qu'ils ont réussi à le sauver, mais que actuellement on ne sait pas s'il y a eu des séquelles sur son cerveau. Donc on va prendre un hélicoptère et on va l'emmener à la maternité de niveau 3 la plus proche. Quand j'entends qu'il l'emmène en hélicoptère, je sens tout mon corps me lâcher. Je tombe un peu de haut en me disant mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui va arriver à mon enfant? Et on m'annonce qu'en gros, mon fils a soit une chance d'être handicapé, soit va peut-être y laisser sa vie. Je crois que cette phrase, elle m'a traumatisée et qu'elle me traumatise encore aujourd'hui parce qu'on n'est pas du tout préparé en tant que mère à accoucher d'un enfant déjà bleu et d'un enfant où l'on va se dire là en gros il y a eu des erreurs médicales, on n'a pas vu le cordon, on n'a pas vu non plus qu'il était en souffrance, du coup on l'a sauvé mais on ne sait pas dans quel état il va être dans les prochaines heures, dans les prochaines semaines. Je me souviens être montée en chambre sans mon enfant et il y avait un berceau dans la chambre dans laquelle on m'a remontée et ça a été le souvenir le plus douloureux que j'ai eu à ce moment-là. Après quelques heures sans avoir de nouvelles de mon enfant, j'appelle l'hôpital dans lequel il est et on me dit que pour le moment on peut rien me dire de plus, mais qu'il devrait peut-être pouvoir nous rejoindre dans la matinée. Plusieurs heures plus tard, on comprend que non, qu'il y avait eu des complications et que j'allais devoir être transférée. Et après mon transfert, j'ai enfin pu aller voir mon fils pour la première fois, mais il s'est passé plus de 24 heures avant que je puisse simplement le voir. Je vous passe les détails de la péridurale qui était trop dosée, qui m'a fait perdre l'utilisation de mes jambes pendant plus de 4 jours. Je vous passe aussi les détails du fait qu'il n'y avait pas de fauteuil roulant pour pouvoir aller voir mon fils qui était dans une partie très reculée de la maternité là où j'étais. Ça a été la période la plus difficile de toute ma vie parce que pendant 5 jours, on retenait notre souffle en se demandant si notre fils allait être handicapé ou s'il allait avoir des séquelles ou juste si son pronostic vital était toujours engagé. Et ça a aussi été la période qui nous a le plus rapprochés avec mon conjoint parce que pendant 5 jours, littéralement, on s'est soutenus l'un et l'autre et aujourd'hui, je pense que rien ne peut remplacer ça. Après 5 jours de longue attente, on apprend que mon fils n'a aucune séquelle, que ses pronostics vitaux ne sont plus du tout engagés et qu'il va pouvoir sortir en étant surveillé. Mais le truc, c'est que quand on a passé 5 jours à la maternité sans son enfant, sans avoir pu lui changer une couche, sans avoir pu lui donner un biberon, juste en pouvant le regarder et le toucher et le porter quelques minutes par jour, on se retrouve complètement démuni quand on arrive à la maison. Alors bien évidemment, j'étais tellement heureuse de pouvoir le prendre dans mes bras, de pouvoir prendre ce cosy et enfin le ramener à la maison, que j'ai un peu fait abstraction de ce que je devais savoir en fait sur comment s'occuper d'un enfant, comment lui changer une couche, comment lui donner le biberon, comment l'allaiter. Et je me suis dit que mon instinct de mère ferait bien les choses. Spoiler alerte, ça n'a pas été le cas. Alors oui, cette histoire a transformé ma vie, a transformé la vie de mon conjoint et nous a soudés comme ce que personne ne peut imaginer. Mais par contre, je ne souhaite ça à aucune femme sur Terre. Et je m'estime chanceuse que mon enfant n'ait rien aujourd'hui et que les équipes médicales aient réussi à le sauver. Je rentre à la maison avec mon bébé de 5 jours et je commence tout doucement la vie de maman. La vie de maman qui essaie de s'adapter aux nuits sans sommeil, au rythme d'un nouveau-né, à l'allaitement foiré, au biberon mal dosé et au reflux inimaginable dès les premiers jours. Je me dis que je suis extrêmement chanceuse d'avoir mon enfant dans les bras et j'essaye de faire abstraction de tout ce qui vient de se passer. Je pense que je minimise chacun de ces symptômes parce que vu qu'il est passé à côté de la mort, je me dis qu'on peut surmonter tout ça, mais ce que je sais pas encore, c'est que la fatigue de ces symptômes, la fatigue de l'accouchement et de tout ce qu'on vient de vivre va m'amener à une dépression postpartum. Mon bébé a 6 mois, il a des symptômes avec une tête qui est plutôt courbée vers d'un côté, il a énormément de coliques, de reflux. Malheureusement, je ne m'attendais pas à ce que la vie avec un nourrisson soit ainsi, c'est-à-dire du portage plusieurs heures, des régurgitations en jet à chaque biberon, des traitements lourds dus à ce qui s'était passé à la maternité, des heures de sommeil entrecoupées. Quand je dis des heures, c'est peut-être quelques minutes par jour. Je ne m'attendais pas à ce que le retour de la maternité soit autant chaotique. J'étais tellement heureuse de pouvoir retrouver mon enfant, d'avoir mon bébé dans les bras, que je ne comprenais pas que mon enfant était en souffrance et j'ai mis plusieurs mois avant de le comprendre et les erreurs médicales n'ont fait que s'enchaîner. J'avais un bébé qui était en portage plusieurs heures par jour, qui régurgitait en jet chaque biberon, qui se tordait dans tous les sens, qui avait une motricité au niveau du cou réduite, c'est-à-dire qu'il avait un torticolis qui n'a pas été diagnostiqué évidemment. Et les erreurs médicales se sont enchaînées et ma fatigue s'est accumulée jusqu'à ce que je tombe en dépression postpartum. Cette dépression postpartum, j'ai réussi à la cacher à ma famille. Mon conjoint s'en est, je pense, rendu compte, mais il s'est simplement dit que j'étais très fatiguée dû à tout ce que j'ai essayé de mettre en place pour notre enfant, à son bien-être et à ce que je venais de vivre avec l'accouchement.
Je sais aujourd'hui à quel point il est difficile de se sortir d'une dépression postpartum et je sais aussi à quel point des mamans souffrent de la dépression postpartum sans en parler et qu'elle n'est pas diagnostiquée par le professionnel de santé. C'est quelque chose qui va littéralement ravager la maternité, qui va littéralement ravager les couples et dont très peu de personnes parlent. Je sais aujourd'hui par avance que si j'avais eu plus de soutien, si j'avais été mieux entourée et que les conditions dans lesquelles on vit aujourd'hui auraient été plus favorables à un entourage lorsque l'on accouche, que je n'aurais pas fait de dépression postpartum. Ça n'a pas été le cas et je m'en suis sortie différemment. Après plusieurs mois à porter mon bébé continuellement, à être aux petits soins chaque jour avec lui, je me dis qu'il est temps que je prenne soin de moi, mais je me demande aussi comment c'est possible avec un bébé qui est autant demandeur et une maison qui me bouffait littéralement tout mon temps. Il a 8 mois et je me souviens qu'une semaine plus tard, je devais reprendre le travail et je me suis dit mais comment je vais faire pour gérer ma maison, mon bébé, mon couple et moi-même avec mes 35 kilos qui étaient toujours pas partis. C'est là que j'ai regardé autour de moi et je me suis demandé vraiment, je me suis vraiment posé la question, comment je fais pour passer mes journées à m'occuper de mon bébé et de ma maison sans avoir une seule minute à moi. J'ai analysé tout ce qui me faisait perdre du temps, j'ai regardé chaque recoin de ma maison et je me suis rendu compte d'une seule chose. Je passais littéralement ma vie à ranger, à chercher des objets, à m'occuper de ma maison, à m'occuper de mon bébé et n'avoir que très peu de temps pour moi, uniquement pour me laver, me brosser les dents et essayer de dormir un petit peu. C'est là que j'ai compris que je ne m'en sortirais pas si on continuait comme ça. C'est là que je me suis dit que si ma maison me bouffait mon temps, il fallait que je trouve une solution pour arrêter de ranger continuellement. J'ai commencé à m'intéresser à toutes les méthodes japonaises et américaines, je me suis documentée, j'ai regardé des séries sur Netflix, j'ai lu des livres, mais à chaque fois je me demandais mais comment je pourrais mettre ça en place alors que mon enfant ne me laissait pas une seule minute à moi. Ces méthodes, j'avais l'impression qu'elles allaient me demander des heures, des journées à trier, à ranger, à essayer de mettre le nez dedans et ça me décourageait rien que d'y penser. Et du coup, j'ai décidé que j'allais faire selon ma méthode, que j'allais essayer, avec tout ce que j'avais pu apprendre, avec tout ce que j'avais lu, d'organiser d'abord un tiroir. J'ai commencé par un petit objectif parce que je me suis littéralement dit que si j'essayais de le faire sur plusieurs tiroirs, plusieurs pièces, ça n'allait pas fonctionner. Donc j'ai commencé par un tiroir. Puis j'ai fait une zone en définissant une fonction pour cette zone. Et j'ai fait une pièce. Et puis je me suis attaquée au fur et à mesure des semaines aux différentes pièces de ma maison. Ce que j'ai remarqué au fur et à mesure que les semaines passaient, au fur et à mesure que les jours passaient, c'est que je gagnais du temps. Je gagnais du temps chaque jour sur le rangement. Je gagnais du temps chaque jour pour m'occuper plus de mon fils. Je gagnais du temps chaque jour parce que j'avais des systèmes qui me permettaient de savoir exactement où se trouvaient les choses. Et qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai gagné du temps ? J'ai pu de nouveau prendre du plaisir avec mon fils. J'ai de nouveau pris du plaisir à m'occuper de moi. J'ai pu me remaquiller, reprendre soin de moi. Et j'ai pu enfin démarrer ce coaching sportif qui me trottait dans la tête depuis des mois. J'avais besoin de ce coaching sportif pour me sentir bien. Parce que avec l'accouchement, avec tous les changements physiques que j'avais eus, j'étais marquée de la tête aux pieds et mon objectif c'était de reperdre du poids. Un poids qui me semblait plutôt correct. Et donc grâce à l'organisation, j'ai pu retrouver du temps pour moi, pour mon enfant, pour mon couple et pour mes copines. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça n'a pas été un changement radical en un week-end et c'est vraiment ce que je déconseille à toutes les mamans qui veulent s'organiser et retrouver du temps pour elles. Si tu essayes de ranger, de réorganiser, de désencombrer ta maison en l'espace d'un seul week-end, tu vas te planter, tu vas perdre du temps. Tu ne vas pas le faire correctement. Et c'est ça qui va faire que le bazar va revenir. Parce que je sais, après avoir testé différentes méthodes, que si tu le fais en un week-end, ça ne tiendra que 2 jours. Et ça, c'est tout ce qu'on veut pas. Une fois que ma maison a été désencombrée, réorganisée et que tous les objets avaient une place précise, j'ai mis en place des routines du matin, des routines du soir, des routines pour le ménage, des routines pour le linge, parce qu'en fait, toutes ces petites choses, t'as l'impression que c'est rien, mais c'est tout ce qui te crée de la charge mentale, qui fait que quand tu te lèves le matin, tu penses déjà à combien de machines tu dois faire, quel est le repas du soir et comment tu vas faire pour t'en sortir tout seul parce que ce soir papa est pas là, il a un match de foot et que t'es tout seul avec les 3 minis. Moi, j'ai mis en place des choses qui te permettent de te libérer de la charge mentale, de savoir exactement quoi faire, quand le faire et comment le faire pour te libérer du temps et de la charge mentale. Parce qu'aujourd'hui, je sais par expérience, après avoir accompagné plus d'une centaine de femmes, que ce qui fait qu'on est épuisé, qu'on est fatigué, qu'on a des dépressions postpartum, en grande partie, c'est la fatigue. C'est la fatigue mentale, c'est la fatigue d'être maman. Je ne connais pas une seule maman
qui me dit: «Non mais moi les matins je me réveille, je pense uniquement à moi». Non, la maman elle est fatiguée parce qu'elle doit s'occuper des enfants, parce qu'elle doit s'occuper de la maison, parce qu'elle doit s'occuper du linge, parce qu'elle doit s'occuper des courses, parce que c'est elle qui programme les rendez-vous médicaux, c'est elle qui gère les rendez-vous à l'école. C'est elle qui a toute cette charge mentale et de tout ce qu'elle doit faire dans la maison qui fait qu'elle est épuisée, qui fait qu'elle ne se reconnaît plus, qui fait qu'elle a même plus envie de jouer avec ses enfants. Parce qu'en fait, tout son temps est littéralement bouffé par sa maison et par la charge mentale qu'elle a. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je sais que les systèmes d'organisation qu'on met en place, ça sauve des mamans. Et ça sauve de l'épuisement maternel. Et ça permet aussi de retrouver du temps pour soi, pour ce qui compte vraiment pour nous. Et c'est ça qui fait qu'à la fin, on est une maman beaucoup plus épanouie, qu'on est une épouse beaucoup plus épanouie et qu'on se sent beaucoup mieux dans notre rôle de mère et qu'on arrête d'avoir cette petite voix intérieure qui dit mais comment ça serait si j'avais pas eu mes enfants? Après avoir eu ma deuxième fille, j'ai vraiment remis en place les systèmes d'organisation selon les besoins familiaux qu'on avait. C'est pour ça que c'est hyper important d'analyser les besoins familiaux qu'on a et de mettre en place des systèmes qui tournent pour notre famille. Et je sais qu'après l'arrivée de chaque enfant, que ce soit le deuxième, le troisième ou le quatrième ou encore plus, il faut remettre en place des systèmes qui conviennent à notre famille. Donc après ma fille, j'ai remis en place les systèmes d'organisation, j'ai réorganisé notre temps, nos routines. La maison était déjà organisée donc c'était beaucoup plus facile. Et je me souviens avoir vécu le plus beau postpartum de ma vie. Je me souviens que j'allaitais ma fille avec plaisir tout en pouvant jouer avec mon fils. Je me souviens avoir repris le sport après 3 mois seulement avoir accouché. Je sais aussi que les nuits qui étaient fatigantes à l'époque ne l'étaient plus du tout aujourd'hui. Tout simplement parce que tout était organisé et que toute ma vie roulait et je n'avais pas de charge mentale. Je savais exactement ce que je devais faire, je savais exactement comment le faire et mon conjoint aussi savait exactement ce qu'il pouvait faire pour m'aider. Et ça a été un véritable game changer dans mon deuxième postpartum. C'est pour ça que depuis 1 an, j'accompagne des centaines de mamans chaque mois à réorganiser leur intérieur, à remettre en place des routines d'organisation et leur permettre elles aussi de devenir une maman plus épanouie, de retrouver du temps pour elles, d'avoir des moments pour leurs copines, pour leur famille, sans avoir une charge mentale qui explose. Mon but principal aujourd'hui, c'est que chaque maman qui est épuisée par sa vie de tous les jours, du quotidien, elle trouve mon compte et puisse trouver les systèmes d'organisation qui lui permettent d'enfin être une maman épanouie. C'est mon but principal ici, c'est ma mission de vie, je crois. Donc si tu te reconnais dans la maman fatiguée, épuisée, qui a honte d'ouvrir la porte de chez elle quand elle a de la visite, qui ne sait plus par où commencer pour avoir du temps pour elle, qui a l'impression que la maternité c'est quelque chose qui ne lui permet pas d'être elle-même, je t'invite à aller voir mon compte Instagram, à m'envoyer un message si tu te sens comme ça, parce que j'ai toujours des solutions pour les mamans qui rêvent d'être plus épanouies, qui rêvent de avoir du temps pour elles. Je vais pas te dire que c'est quelque chose de facile, que c'est quelque chose que tu vas pouvoir faire en 2 jours, parce que si ça fait des mois que t'es comme ça, tu vas pas de nouveau être en pleine forme et avoir une maison qui tient la route en l'espace de 2 jours. Par contre, ce que je peux te promettre, c'est qu'on va trouver une solution pour toi et pour ta famille. Alors si tu rêves de devenir une maman beaucoup plus épanouie, de retrouver du temps pour toi, je t'invite à t'abonner à ce podcast parce que tous les lundis, je sors un nouvel épisode et tu peux aussi m'envoyer un petit message sur mon compte Instagram Osé Organisé. Des bisous!